Jean-Baptiste Auzou, salut Jean-Baptiste. Donc tu vas nous accompagner pendant cette demi-heure, patron de la BU Finance et Taxes de Cégide. Et puis un ex-directeur financier. Défroqué. Ah ouais, directeur financier défroqué. Ah oui, il en faut. Excellent. Lionel Gouget, donc 30 ans de direction financière, c'est ça Lionel? Exactement. Et aujourd'hui directeur associé chez Valtus, donc tu es dans le management de transition et tu vas nous dire un petit peu comment ça se passe sur ces gestions de cash. Et puis Sébastien Maquet, salut Sébastien, CFO donc de Louvre Hôtel. Donc j'avais trouvé une image pour toi, tu as fait de la voltige pendant le confinement, mais tu n'es toujours pas descendu du trapèze. Voilà. C'est très juste. Et j'ai l'impression, par exemple, les coûts de l'énergie, il va falloir que tu nous racontes comment tu fais. Jean-Baptiste, quel est le sujet pour toi? Le sujet, le lien, là, gestion de cash, digitalisation, parce qu'évidemment, dans cette émission, on parle de digitalisation. Il est évident, donc gestion de cash, digitalisation. Aujourd'hui, on voit un gros intérêt BFR. Gestion BFR, et donc comment avoir des outils pour digitaliser tout ça et gérer tous ces éléments-là. Donc, mais est-ce que la question que je posais en sommaire, est-ce que tu as le sentiment, et je vous poserai la question évidemment à vous aussi, donc on parlait de ce monde VUCA là, c'était le grand truc, le monde VUCA, mais là c'est du méga VUCA, c'est-à-dire que là on est sur des amplitudes qui sont dingues, et ça fait 2 ans que ça dure, donc on peut peut-être s'installer dans un moment qui va être un moment radicalement différent. En fait, on pense qu'on est installé dans un moment qui est différent. On n'est plus dans la gestion de crise, comme tu disais. On est vraiment dans une gestion de l'exceptionnel permanent, de l'imprévu permanent. Et il faut être capable de prévoir l'imprévisible quasiment, et donc d'avoir des systèmes qui nous permettent de gérer ces éléments-là. De quoi sera fait demain finalement, on ne sait plus rien. On ne sait plus. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur ces éléments-là, évidemment, avec un changement de paradigme aussi, puisqu'on avait les notions budgétaires qui étaient évidentes. On le garde, cette notion budgétaire, elle est à moyen-long terme, mais on fait aussi très attention à comment on est capable de gérer le court terme, le moyen terme. On reviendra, je te poserai la question notamment sur vos modèles prédictifs, parce que je me demande bien quand même sur quoi ils s'appuient maintenant, les modèles prédictifs. Mais alors, Jean-Baptiste dit on garde la logique budgétaire. Tu gardes la logique budgétaire? En fait, le budget, il est un peu passé de mode. Nous, on a mis en place depuis 2 ans des rolling budgets. Et en fait, on est sur un budget à 12 semaines. C'est-à-dire que plus de 12 semaines, on n'a pas de visibilité. C'est dingue. Nous, dans l'hôtellerie, c'est simple. Ça, c'est installé, ça, Sébastien, pour toi? Ah oui. Nous, on est dans un budget systématiquement où on regarde les 3 mois à venir. Après, c'est de la tendance, mais c'est absolument plus rien d'autre. C'est particulièrement vrai sur le cash, mais c'est vrai sur... nous, on est dans un business qui a été évidemment très fortement impacté par la crise, avec les phénomènes d'ouverture, des réouvertures, de confinement, déconfinement, en plus région par région, pays par pays, qui fait que à plus de 12 semaines, on estime que les tendances même de consommation, on n'est pas capable vraiment de les lire. Alors là, on a commencé à avoir des bonnes indications, l'été devrait être pas mal, mais pour être capable de prendre des bonnes décisions... Il suffit que Poutine, finalement, se dire « Tiens, je vais aller à Kiev » et ton été, il est par terre. Et le sujet, il est là. C'est qu'en fait, on est à la fois dans du microéconomique, du local, et du macroéconomique stratégique qu'en fait, qu'on ne peut absolument pas mesurer et sur lequel on ne peut pas jouer. Et donc, ça nous oblige à revenir sur un système qu'on maîtrise, un système très local, très localisé, sur lequel on a une vue très précis, sur lequel on peut faire quelque chose. Parce que tous ces systèmes-là, ils n'ont d'intérêt que pour agir. Sinon, on ne fait rien. Et donc, la difficulté qu'on a, c'est la capacité, dans la digitalisation, en fait, à remonter une information qui est une information pertinente. Le nombre de fois où, en début de crise, on s'est retrouvé avec une information qui avait 2 semaines d'âge, c'est ça. Et en fait, 2 semaines d'âge, c'est trop tard. Et donc, en fait, ça ne sert à rien de remonter. C'est particulièrement vrai sur le cash, qui est quand même à la quintessence même de tout ce qui est activité commerciale, toutes les problématiques de coûts. C'est le plus complexe à prévoir, les sorties de cash ou les entrées de cash. Bon, on va aller voir ce que permet la digitalisation. 12 semaines, c'est le maximum. Lionel, les entreprises dans lesquelles tu interviens, donc tu interviens évidemment quand même avec une casquette finance, voilà, exact. Finance et digitalisation. C'est clair. Projet de transfo en ce moment, de structuration de fonctions, le cash clé de partout. Et on retrouve effectivement
des temps longs de type budget ou projection, mais qui sont plutôt, comme tu le disais, effectivement des éléments de tendance, et pour donner les grands éléments de guideline, ne serait-ce que pour communication marché, actionnaire, etc., etc. Et puis parce qu'il faut aussi arriver à se projeter pour les investissements longs ou les éléments de ce type-là. Mais le rolling 13, le fameux rolling 13... Attends, rolling 13, c'est quoi? C'est 13 semaines, donc c'est ça? Projection sur 13 semaines, qui était, entre guillemets, passé un temps, l'abanage des boîtes en grosses difficultés en tant que telles, qui était, lorsque les équipes d'IBR arrivaient, effectivement, le premier truc qu'ils posaient, c'était le rolling 13, projection à 13 semaines, va contenir les 2-3 mois à venir, effectivement. Maintenant, ça devient de façon assez systématique de partout, et c'est vraiment l'endroit sur lequel on doit avoir cette visibilité, effectivement, très court terme sur le cash, qui est extrêmement importante. Et donc, on va conjuguer à la fois ces 13 semaines ou 12 semaines, effectivement, glissantes de façon permanente avec la projection de BFR, et on va y revenir parce qu'aujourd'hui, il est juste clé dans ces éléments-là, avec l'inflation, avec tous ces éléments qui bougent dans tous les sens possibles et imaginables. Et puis, on garde ces aspects de projection parce que, quelque part, il faut quand même avoir une idée, quitte à avoir plusieurs scénarios, et on assiste de plus en plus à des trucs à tiroir un peu dans tous les sens, pour voir effectivement là où on peut se projeter, et avec un rôle du CFO qui est à ces 3 instants de raison, le très court terme, avec cette nécessité de pérenniser le cash, le truc horizon, allez, maximum 1 an, 6 mois, 1 an, forecast budget, et puis cette tendance longue qui vaut au moins pour la discussion avec les investisseurs, etc. Mais effectivement, très Jean-Baptiste, structuré en ce moment. Pas mieux. Pas mieux. Pas mieux. Mais tout ce que décrivent là Sébastien et Lionel, c'est forcément des systèmes digitaux derrière qui viennent appuyer l'ensemble de ces multiples scénarios, par exemple, qu'il faut écrire. C'est exactement ce qu'on vit tous les jours. Donc, on est passé d'un système budgétaire, prévision long, moyen terme, à un système 13 semaines, donc 12 ou 13 semaines, peu importe, ce fameux rolling forecast que l'on fait permanent. Donc, c'est une comptabilisation du cash tournante sur 13 semaines qui nous permet d'avoir une visibilité. Et aujourd'hui, tout le monde n'est pas encore passé à ça. Tous les secteurs d'activité ne sont pas passés au rolling forecast, mais on voit sur tous les secteurs d'activité sous tension ou sur variation très forte, ils sont en train de s'y mettre fortement. Et donc, un de nos enjeux à nous, ça a été de comment gérer les deux phénomènes, comment gérer les deux modes de gestion, ce fameux budgétaire moyen-long terme et ce rolling forecast. Parce qu'il y en a encore qui te le demandent. Tu as encore des clients qui te demandent. Il y a encore des clients qui le demandent parce que comme tu disais, l'investissement vis-à-vis du marché, vis-à-vis de fonds d'investissement, vis-à-vis quand on est sous covenant bancaire ou des choses comme ça, là, dans ces cas-là, on a besoin de cette visibilité un peu plus long terme. Non, je pense juste à un truc qui me fascine là de tout ce que vous dites, c'est que on est quand même dans un moment électoral intéressant et on fait quand même des chiffrages de programmes sur 5 ans. Voilà. Donc, l'État devrait aussi peut-être passer au rolling forecast. Qu'est-ce que ça donne concrètement dans tes décisions d'investissement, par exemple, aujourd'hui, Sébastien, cette incertitude qui t'entoure en permanence? C'est-à-dire, il faut isoler, il faut arriver à s'isoler du mouvement et des mouvements du cash pour pouvoir quand même continuer à investir. Ce qu'il faut, c'est déjà avoir une tendance quand même. Je reviens sur ce qu'on disait. Nous, dans l'hôtellerie, on pilote aussi de l'immobilier. Donc, on est sur un temps très, très long. Et le cash, c'est un cash très court terme, mais c'est aussi de la dette. Et la dette implique d'avoir une vision un peu plus moyen-long terme. La problématique qu'on a, c'est que quand on pilote, dans des secteurs ou dans des moments qui sont vraiment très incertains, il faut piloter un peu au cash. Il faut revenir à une notion finalement assez basique de cash return. Donc combien ça va me rapporter en termes de cash? Nous, dans l'hôtellerie, on fait des allocations d'actifs évidemment en permanence. J'ai quand même besoin, moi, un certain nombre de décisions d'investissement, elles sont sur combien ça va me rapporter demain, après-demain. Parce que le scénario dans 5 ans... C'est chaud pour construire l'avenir, ça, quand même. Le payback dans 5 ans, c'est un peu compliqué. D'accord ? Donc, on va avoir tendance à privilégier les paybacks courts, paybacks rapides, parce que, évidemment, c'est ceux qu'on maîtrise le plus. C'est des scénarios de sortie de crise. Ouais, je comprends. Voilà. Mais ce qu'on est en train de se dire là, c'est que c'est peut-être pas des scénarios de sortie de crise. C'est peut-être des scénarios dans lesquels on est pour plusieurs années. Le sujet, il est qu'après, il faut reformater la matrice. Est-ce que ça handicape ta vision de l'avenir? Complètement. Eh oui, voilà. Bah oui, forcément, puisque en fait, on est dans des temps qui sont longs.
Et on parlait d'outils. Moi, la plus grosse difficulté que j'ai, c'est l'organisation et les process. Les outils, on peut les mettre en place, mais changer les organisations, le mindset des gens, c'est le plus compliqué. Je te donnerai la parole là-dessus. C'est le plus compliqué. Lionel ? Et c'est ça qui te prend plus de temps. C'est clair. Complètement d'accord. Donc sur les deux questions, sur l'aspect temps long, effectivement, obligatoire, parce qu'il y a quelque part une sorte de pari sur l'avenir, et si on pilote simplement à 13 semaines, on ne fait plus rien. Ouais, mais tu dis obligatoire, mais concrètement, Sébastien nous... Obligatoire avec un certain nombre d'éléments. Nous dit qu'il n'y arrive pas, quoi. Les tendances, qui sont les différents scénarios, qui sont la possibilité d'arbitrer sur les investissements, de couper, d'accélérer, de privilégier, d'arbitrer de façon permanente, effectivement, par rapport à ces éléments-là. Donc ça demande une souplesse, même sur le temps long, qui est obligatoire. Ou qui devient beaucoup plus importante que ce qu'on a pu connaître sur les années précédentes, avec beaucoup de différences sectorielles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de différences entre les éléments sur lesquels, comme tu le disais, on peut avoir du temps long sur de l'immobilier, les éléments qui sont... j'accompagne en ce moment une boîte de tech, MedTech, en ce moment, ils sont sur des rythmes comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Et en sachant que la projection à long terme, elle y est. Donc c'est très variable, c'est sectoriel, c'est régional. Et par contre, tout le monde est très vigilant. Enfin, tous ceux qui se lancent dans cette transformation et qui ont vraiment vu ce point-là, se lancent avec beaucoup d'agilité et beaucoup de possibilités de couper et de réaccélérer ailleurs. Donc, il y a vraiment toute cette logique-là à garder en tant que telle. Ah oui, c'est intéressant, ça. Ça, c'est vraiment... Je lance un truc, mais je me garde la possibilité de l'arrêter très vite. Pédale sur l'accélérateur, pédale sur le frein. Après, moi, tous les patrons m'ont toujours dit... La décision la plus dure à prendre, c'est d'arrêter un projet. Ah, c'est le plus compliqué. On est de très loin. De très très loin. Jean-Baptiste, système prédictif. Sur quoi est-ce qu'il s'appuie en ce moment, les systèmes prédictifs ? Parce qu'on est d'accord, la force du système prédictif, c'était de prendre une masse de données anciennes, de mouliner tout ça et de pouvoir faire des comportements et d'essayer de prévoir l'avenir. Nos fameux modèles historiques. Et ben voilà. Génial. Le rétroviseur est cassé. Et puis tout ça, c'est cassé. Alors, il y a deux sujets. Alors, on n'est pas au mieux. Non, on n'est pas au mieux. Il y a deux sujets. C'est cassé, mais on peut quand même se servir d'un certain nombre d'éléments, notamment sur le court terme, et notamment sur des modèles qu'on est capable de renseigner. Et quelque part, un modèle, on le modélise, et on est capable de le faire. Il faut juste avoir une grande souplesse dans le nombre d'itérations qu'on va faire et le nombre de scénarios qu'on va faire. Donc ça, c'est hyper important. Nous, chez Cégide, on ne croit pas beaucoup... Et des systèmes qui s'adaptent en temps réel, c'est-à-dire ta prévision, elle se modifie aussi en temps réel en fonction des remontées d'informations ? Elle se modifie. Alors, c'est l'intérêt du rolling forecast. Ouais. C'est qu'en fait, quand on fait du rolling forecast très court terme, on a de la remontée très très vite. Comme tu disais, ça vient du terrain. Les gens saisissent de l'information ou renseignent de l'information directement dans le terrain et on a la remontée très très vite. C'est une des différences, c'est qu'on redonne aussi avec le système de rolling forecast de la main sur du décentralisé avec de la remontée d'informations. Ensuite, il faut être capable de voir un petit peu, d'anticiper les éléments et de voir comment on les fait. Nous, on ne croit pas beaucoup à tous les systèmes d'intelligence artificielle dans ces éléments-là, parce qu'en fait, qui dit intelligence artificielle dit nécessité de le paramétrer. Et comme de toute façon, on ne connaît pas forcément la règle d'origine, on a un souci. Par contre, moi, je reviens sur le deuxième point, la culture cash. La culture cash, elle est fondamentale dans une organisation. Indépendamment de l'outil, indépendamment de cette digitalisation de l'organisation, si on arrive à transférer, à transformer l'entreprise avec une vraie culture cash, là, on a des managers locaux, on a des managers dans les pays, dans les hôtels, pour vous, qui sont capables d'être sensibilisés à ça et qui sont capables de remonter correctement l'information qui nous permet d'avoir une réactivité. Mais dis donc, tu m'as dit un truc important là, parce que l'idée de dire, puis vous êtes Cégide, quoi, quand même, donc l'intelligence artificielle, là, elle a du mal. Là, elle a du mal. Mais c'est une transparence qui t'honore et qui m'intéresse beaucoup, parce que en fait, globalement, on est quand même dans un mythe il y a plein de sujets où de sa capacité à nous régler tous nos problèmes. Non, là, il faut la paramétrer. Oui. Il faut être capable d'avoir la règle qui permet de. Le culture cash, ça veut dire, Jean-Baptiste disait, rentrer les infos, le terrain rentre les infos. Il faut déjà qu'ils comprennent les infos. Voilà. Il faut rentrer. Voilà. En fait, ce que je dis beaucoup aux opérationnels, c'est qu'ils sont tous... La problématique du cash, c'est qu'il est par nature centralisé. En tout cas, nous, on essaie de le centraliser pour le contrôler. Pour autant, tous les acteurs de la chaîne vont participer à la prévision du cash ou évidemment à la collecte du cash. Il faut qu'ils comprennent très clairement dans le processus quel est leur rôle. Souvent, il y a non, nous on est sur la performance, on est peut-être un peu moins sur le cash. Non, la réalité de la culture cash, c'est qu'elle concerne absolument tout le monde.
Et donc il y a un gros travail d'évangélisation à faire dans les équipes, pas que les équipes financières, l'ensemble des équipes opérationnelles. C'est ça. Mais c'est ça. Dans les hôtels, nous, dans tous nos hôtels, les premiers cash collecteurs, ce sont évidemment les équipes hôtelières qui récupèrent le cash auprès des clients. Et donc, c'est comme au rugby, on se passe la balle, et en se passant la balle, on se donne de l'information. Et en se donnant de l'information, et c'est là où le système est important, il vient en support d'une organisation, et certainement pas l'inverse. Donc, on se passe l'information, on est capable de la qualifier, et on est donc capable d'aller la chercher au bon endroit. Elle est là, la culture cash. Donc la culture cash, elle est avoir une bonne organisation qui sait ce qu'elle fait, avec des bons processus, donc l'information, comment est-ce qu'elle transite, supportée par un bon système. C'est facile à dire, c'est plus compliqué à mettre en place. C'est une magnifique plaquette en, tu sais, 4x3. Vas-y. Tout à fait, complètement d'accord avec toi. Clairement, tous les outils effectivement digitaux, etc., c'est juste indispensable parce qu'effectivement, ça permet quand même de trier de la donnée, et en particulier sur les grands environnements. Et notamment la partie retail, tourisme, etc., où il y a des milliers... Mais est-ce que tu as senti, Lionel, toi, dans les expériences que tu peux traverser, qu'ils touchaient leurs limites aussi de temps en temps, ces outils, dans ces périodes complètement dingues? C'est évident. Que ça, c'est tous les éléments qui permettent d'avoir de la remontée d'infos le plus en temps réel possible. Maintenant, si l'élément digital n'est pas alimenté par les process, par les flux, etc., et on envoie des tonnes d'organisations perturbées par les lendemains de Covid, par les burn-out, par les machins, etc., le digital, il tombe parce qu'il ne s'appuie sur rien. Donc c'est clair que toute la partie process, etc., est juste clé. La partie culture et appropriation globale au sein de l'entreprise est juste clé également, parce que les aspects de BFR, etc., ça fait partie des éléments qui sont extrêmement importants. Je vois encore beaucoup de personnes qui ne voient pas les sujets de dette, de BFR, d'accompagnement de la croissance et du développement et compagnie, et qui restent dans ces aspects très courts, même s'il est très important, mais sans visualiser les aspects passifs de dette, etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis, je rajouterais également un autre élément, en particulier dans ces un peu montagnes russes, où on croise des signes noirs un peu de temps en temps. Il y a aussi un truc en parallèle de la digitalisation du process et compagnie, qui est quelque part l'intuition, le flair, le bloc de post-it et le calcul qu'on fait sur un coin d'enveloppe. C'est très basique ce que je dis, et c'est très con, mais extrêmement important ça le fait pas, ou en tout cas il y a quelque chose qui intrigue. Tu veux dire ça, il faut continuer à le faire. Ah bah ça, c'est juste indispensable. Pour moi, c'est juste indispensable. C'est marrant ça. Au milieu des systèmes les plus sophistiqués de la Terre, tu vas garder un post-it. Toujours. Mais c'est logique, à partir du moment, pour moi, tous les histoires de process, de culture, de remontée et tous les aspects de tableau de bord digitaux qu'on peut avoir, c'est juste clé, ça permet d'avoir tous les éléments qui vont bien. Et par contre, il y a un moment où quand on vient dans un élément de la bagnole, elle fonce dans un mur, ou qu'il y a le truc qui fait machin, il y a un moment où quelque part, on doit revenir sur les fondamentaux et sur le savoir-faire, le feeling, et voilà. Tu souscris, malgré ton... Non, malgré mon métier. Malgré ton métier, ton métier. Tu sais, ça me fait penser à l'époque où vous avez tous connu ça. On nous avait dit, ça devait être il y a 30 ans, ça va être le zéro papier. Oui. Moi, je me souviens, là où je travaillais, ils avaient supprimé les bureaux, même. Il n'y avait plus besoin de bureaux, parce qu'il n'y aurait plus de papier. Tu parles, ils sont revenus vite, les bureaux. Ben voilà. Donc, je souscris totalement. Ouais. L'outil ne remplacera jamais tout. Donc, à un moment donné, l'expérience, le savoir-faire, le feeling, comme tu disais, le ressenti du terrain, c'est fondamental. On ne peut pas passer outre ça. Et il n'y a pas moyen de le rentrer dans un outil, ça, justement, donner du talent à l'outil, en fait, c'est ça, ça doit être la quête ultime. C'est la quête ultime. On peut améliorer en permanence les outils, on peut rajouter des fonctions, on peut rajouter des options, on peut rajouter des moyens de le paramétrer, mais à un moment donné, on ne peut pas remplacer le cerveau humain. Donc, Non, c'est bien. Enfin, c'est plus que le cerveau, c'est l'instinct, en fait. Et voilà, c'est ça. Là, il y a de l'instinct. C'est l'instinct de l'entrepreneur, l'instinct de... Ce que permet l'outil, ce que permet l'outil, c'est qu'il permet la collaboration, évident, le temps réel. On en a vraiment besoin. Ouais, c'est ça. Voilà. En revanche, il ne permet pas l'intuition. D'accord ? Donc, il y a un moment, derrière un outil, il y a un pilote, toujours. Et donc, c'est assez basique, mais il y a un moment où il faut savoir se décrocher de l'outil. D'ailleurs, en l'occurrence, l'intelligence artificielle, c'est bien.
La difficulté, c'est qu'il faut être parfois capable de l'expliquer, surtout dans des retournements de tendance. Et si vous n'avez pas des gens, des data analystes ou des data scientists qui sont capables de comprendre les algorithmes que crache l'outil, et ils ne sont pas capables, parce qu'ils sont trop sophistiqués, et bien à un moment, on met de côté la prédiction, et puis on revient... Bon vieux papier crayon. C'est une très bonne conclusion, ça, Sébastien. C'est-à-dire que c'est tellement important ce que vient de se dire le cash qu'à un moment, tu ne peux pas faire confiance à une boîte noire. On ne peut pas prendre de risque. Et donc, il y a un moment, on pose le stylo, on prend du recul, et on disait comment est-ce qu'on fait ? Quel que soit l'outil, quelle est la perfection ? Évidemment, plus il est collaboratif, plus il est en temps réel, et donc ça, c'est là où on a besoin d'outils digitaux forts, plus on sera rassuré en tant que CFO. Mais... évidemment, et à un moment où c'est l'intuition du CFO, il ne faut pas se planter. En fait, c'est la confiance. Mais c'est ça. Et c'est exactement ça. Dans le process et l'organisation. Exactement. Si l'outil est capable de donner confiance dans les éléments remontés, dans l'organisation qu'on a modélisée, là, on est bien. Et aujourd'hui, il y a encore un problème de confiance. Quand vous interrogez les DAF, globalement, ils disent est-ce que vous avez confiance dans les outils de cash ? Très souvent, on nous dit non. Et donc, si vous avez des moyens, il est temps de s'y mettre. Si vous avez des moyens de remonter cette information-là en temps réel, quasi en temps réel, et de l'analyser correctement, et de remettre à disposition des chiffres pour la prise de décision, avec la confiance dans les chiffres, là, vous avez gagné. C'était passionnant. Merci, merci Lionel, merci Sébastien. Jean-Baptiste, tu restes avec moi et on va voir la partie Startup Innovation.